à vous tous. Aujourd'hui, avec Karine, on va vous présenter ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient. Vous êtes professionnel du bien-être ou vous êtes en fin de cursus pour être professionnel du bien-être. Je n'ai pas besoin de vous redonner le cadre. Qu'est-ce qu'un professionnel de santé et qu'est-ce qu'un professionnel de bien-être, hein? Professionnel de santé, il est réglementé, encadré par le Code de la santé publique. Et nous, professionnels du bien-être, nous sommes des professionnels qui accompagnons pour améliorer la qualité de vie des usagers. Automatiquement, vous avez pu voir quand même ces dernières années qu'il y a un terme dont on parle beaucoup, c'est la santé intégrative. Et la santé intégrative, c'est des, euh, des professionnels qui interagissent pour mettre l'usager, le patient, le client au cœur de sa prise en charge pour qu'il puisse aussi mieux comprendre ce qui lui arrive, mieux être acteur pour son évolution. Et dans ce cadre-là, il y a quelque chose qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient qui a pendant très longtemps été ouvert aux professionnels de santé. C'est d'ailleurs à l'époque où j'étais encore professionnel de santé que j'ai été formée à l'éducation thérapeutique du patient. Mais depuis quelques années, ça s'ouvre pour les professionnels du bien-être. Donc, nous, au sein d'ADNR Formation, on n'a pas le cursus d'éducation thérapeutique du patient, mais nous gérons aussi un autre centre de formation qui s'appelle ADNR Santé. Avec les initiales, normalement, vous devez vous dire que je ne suis pas très très loin. Et donc, ADNR Santé est un centre de formation pour les professionnels de santé et qui délivre la formation d'éducation thérapeutique du patient. Vous savez que nous, on n'est pas là pour vendre des cours. Je vais vous présenter ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient. Si jamais ça vous intéresse, bah, vous pourrez peut-être faire un appel, appeler Karine, qui est avec moi aujourd'hui. Ça sera plus simple. Comme ça, vous appelez Karine et le standard, vous demandez Karine, ça se passe très bien si vous avez des renseignements. Mais là, je voudrais quand même resituer ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient. Je voudrais que vous puissiez comprendre les fondements de l'éducation thérapeutique du patient. Je vais faire un petit peu d'histoire. Alors, je suis plutôt prof scientifique, hein, mais je vais faire un peu d'histoire, j'assume. Il va falloir que vous puissiez comprendre qu'il y a différentes étapes dans l'éducation thérapeutique du patient et vous, professionnels du bien-être ou peut-être professionnels de santé, qui me regardez, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous intégrer à une équipe et pouvoir travailler et structurer les différentes phases des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Et enfin, comment est-ce que vos compétences, vous, professionnels, vous allez pouvoir les mettre au service du patient. Donc là, pendant ce webinaire, on va accepter que je parle de patients, étant donné que ce sont des patients qui sont suivis par une équipe médicale et par des professionnels codex dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient. Donc, bah, dans le cadre de protocoles thérapeutiques innovants, est-ce que vous allez pouvoir proposer de la sophrologie, du massage, votre expertise en naturopathie ou encore en réflexologie? Je vous ai mis la définition de l'éducation thérapeutique du patient, c'est aider les patients à acquérir ou alors à maintenir les compétences, donc leurs compétences, dont ils ont besoin pour gérer au mieux bah, leur vie et surtout pour vivre avec une maladie qui est chronique. Vraiment, les points clés de l'éducation thérapeutique du patient, c'est autonomiser le patient. C'est vraiment transmettre suffisamment d'outils pour que le patient puisse comprendre ce qui se passe dans son corps, dans son esprit et qu'il soit autonome. On est aussi là, nous, professionnels de l'ETP, à co-construire des parcours de soins, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et quand je vous dis co-construire, c'est 7-8 professionnels et le patient, parce qu'il est au cœur, je vous ai dit, de ces programmes. Et puis, bien entendu, on ne propose pas un programme pour une maladie. On propose un programme pour un patient. C'est-à-dire que l'approche est vraiment personnalisée, elle n'est pas du tout standardisée. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de preuves cliniques sur l'éducation thérapeutique du patient, parce qu'on ne standardise pas cela. Et c'est surtout qu'on va pouvoir valoriser les savoirs d'expérience de ce patient-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de patients qui ont pu profiter d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, qui peuvent même devenir patients experts et pourquoi pas à un moment même intégrer des programmes d'éducation thérapeutique du patient pour pouvoir aller vers un cercle vertueux. Je vous mets un bref historique. 98, c'est les premiers textes officiels qui reconnaissent l'éducation thérapeutique du patient. C'est là où il y a une partie de professionnels de santé qui commencent à se renseigner. Il y a un décret qui a été appliqué uniquement en 2007. En 2009, il y a une loi qui est sortie qui officialise dans le parcours de soins l'éducation thérapeutique du patient. Les agences régionales de la santé ont dû s'organiser un peu. Ça a pris un peu de temps entre 2009 et 2013. Donc, ce sont les ARS qui vont
piloter les protocoles d'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire qu'une équipe de TP doit envoyer son programme, donc c'est très souvent le médecin référent ou l'infirmier référent qui envoie le programme de TP à son agence régionale de santé. Et depuis 2015, il y a des plans régionaux de santé qui sont bien suivis, bien pilotés par le ministère de la Santé et sous contrôle de l'ARS, qui peuvent justement structurer à ce niveau-là. Je vous l'ai dit en introduction, l'éducation thérapeutique du patient, c'est au service des pathologies chroniques. Les plus nombreux programmes de TP qu'on a actuellement, c'est le diabète. Pour les enfants, les ados et les adultes. Donc, ça va permettre à la fois de transmettre des outils pour la surveillance glycémique, pour que le patient puisse mieux comprendre l'équilibre alimentaire. Vous êtes nombreux à me dire, oui, mais Alex, il y a très souvent des diététiciens. Oui, bah, si vous intervenez dans un programme d'éducation thérapeutique du patient et qu'il y a un diététicien, vous laisserez la prise en charge du rééquilibrage alimentaire bah, à la charge du diététicien. Mais je vous rappelle qu'en tant que naturopathe, on n'est pas que là pour rééquilibrer l'alimentation. Il y a plein d'autres choses à faire. Peut-être aussi que le diététicien proposera pas d'atelier et que vous proposerez des ateliers dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Peut-être que le diététicien sera en charge que des consultations individuelles. Donc, il ne faut pas vous freiner pour aller vers la prise en charge du diabète dans le cadre de l'ETP. Il y a aussi l'activité physique adaptée dans le cadre du diabète, parce que bien entendu, pour réguler la glycémie, ce sont des patients qui doivent savoir gérer leur effort et leur activité physique. Vous verrez aussi beaucoup de TP dans le cas de l'asthme, donc comment gérer les crises, comment contrôler les facteurs environnementaux, être vraiment dans l'observance de ton traitement, parce qu'on a beaucoup de patients asthmatiques qui ne prennent pas leur traitement de façon correcte, et aussi comment bien gérer la sphère mentale et émotionnelle, parce que ce qui concerne le diabète et l'asthme, ils sont bien conscients qu'il faut que les patients soient les plus stables possibles au niveau gestion du stress. De plus en plus de protocoles d'éducation thérapeutique du patient dans le cas des douleurs chroniques. On a beaucoup de TP dans le cadre de la fibromyalgie, même si la fibromyalgie bah, est bien prise en charge, mais beaucoup d'usagers ont besoin de mieux comprendre comment se relâcher, comment gérer leur fatigue, comment échanger aussi avec la famille, parce que la fibromyalgie, c'est une pathologie algique, mais qui est très, très fatigante et l'adaptation du quotidien. Il y a aussi les syndromes dépressifs, ça fait pas longtemps, ça fait que quelques années qu'on a des programmes de TP dans le cadre du syndrome dépressif. Comment réorganiser le quotidien, comment passer à l'action, comment faire des petits pas, parce qu'effectivement, avec un syndrome dépressif ou une dépression, ça sert à rien d'envisager de faire un énorme pas. Et puis, dans d'autres pathologies chroniques, on va voir sclérose en plaques. Moi, je suis intervenue dans le cadre protocole de TP dans le cadre de sclérose en plaques. Vous le verrez aussi dans le cas de certaines rémissions de cancer, où on a des protocoles de TP pour vivre avec les neuropathies, par exemple, ou encore l'endométriose ou d'autres pathologies. Je pense que c'est vraiment que le début, hein, vous voyez, c'est lent. En France, c'est très, très lent à faire bouger les lignes. Mais ce qui est quand même plutôt positif, c'est qu'avant, on était que des professionnels de santé à pouvoir intervenir dans le cadre de l'ETP. Maintenant, on ouvre aux professionnels qui sont pas obligatoirement comme moi, avoir un diplôme d'État et un certificat de professionnel du bien-être. Je vous ai mis un petit diagramme sur l'impact et les données santé publiques. C'est quand même 20 millions de Français qui sont touchés par des pathologies chroniques, hein. C'est 65% des dépenses de l'assurance maladie. Donc, c'est pas à vous que je vais apprendre que les assurances maladie vont pas très bien en ce moment en termes de finances. Et c'est 90 milliards d'euros par an qui sont investis. Ça, ce sont les chiffres de 2022 parce que, bien entendu, les chiffres spécifiques aux, euh, aux maladies chroniques, nous aurons les nouveaux chiffres en 2026 que je vous communiquerai dès que je les aurai. Vous voyez aussi qu'avec le plan santé mentale de l'année dernière, il y a une augmentation de la compréhension des pathologies psy et donc de plus en plus de programmes de TP qui vont pouvoir s'ouvrir dans l'accompagnement des troubles en santé mentale. On est d'accord que peut-être que certains d'entre vous sont porteurs d'une maladie chronique. Bah, il y a différentes choses qu'on va devoir accompagner nous en tant que professionnels. L'impact psychologique, je vous ai mis en un parce qu'en tant que professionnel en naturopathie ou en réflexologie ou en sophrologie, c'est quand même ce que vous voyez. C'est des syndromes dépressifs, énormément d'anxiété,
souvent un peu de déni. Il y a un protocole d'acceptation de la maladie, mais vous aurez certainement des clients qui seront un peu dans le déni. C'est très compliqué de se projeter vers l'avenir. Beaucoup de pathologies chroniques chez des jeunes hommes et des jeunes femmes se disent, bah, est-ce que je serai capable d'avoir des enfants ou est-ce que je serai capable d'avoir un métier? Voilà. Donc c'est très compliqué. Il y a aussi beaucoup de colère souvent, beaucoup d'injustice face à la situation. Il y a une charge mentale qui est très importante et nous, en tant que professionnels dans le cadre de l'ETP, on est aussi là pour diminuer la charge mentale. C'est compliqué d'être dans l'observance pour ces traitements. C'est compliqué d'aller chez le kiné. C'est compliqué d'aller chez le psychiatre. Tous ces rendez-vous médicaux à gérer, c'est quand même complexe. On sait qu'il y a beaucoup d'aidants familiaux qui sont là pour diminuer la charge mentale, mais c'est pas mieux. Parce qu'après, c'est plus le patient qui a une charge mentale, c'est le patient et l'aidant familial. Euh, Beaucoup de patients, on conçoit qu'ils doivent être à leur écoute et vigilant, mais des fois on bascule vers l'hypervigilance. Donc on n'est pas bon non plus. Vous le savez également que bah, quand on a une pathologie chronique, il se peut, hein, parce qu'il y a des patients qui vivent ça de façon assez bluffante, mais il y en a d'autres qui vont se dire, bah, je vais m'isoler, je veux plus aller au boulot, je veux plus aller au sport, je veux plus appeler les copines, je veux plus appeler mes sœurs. Voilà. Et il y a aussi beaucoup d'incompréhension de l'entourage parce que bah, on n'a pas fait physiopathologie en deuxième langue hein, quand on était au collège et au lycée. Donc c'est un peu compliqué quand on parle d'une maladie chronique qui n'est pas très connue, de connaître tout ce qui se passe autour et de pouvoir comprendre bah, ma maman, comment est-ce qu'elle vit la fibromyalgie et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas capable de vider juste le lave-vaisselle quand elle a passé l'après-midi devant la télé et pourquoi est-ce qu'elle me demande à moi, adolescente de 15 ans, de vider le lave-vaisselle et de faire à manger ce soir. C'est pas normal. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui se modifient dans la famille, beaucoup d'enfants qui prennent des fois des rôles de parents, beaucoup de conjoints qui n'arrivent pas à supporter la charge à ce niveau-là. Donc vous allez devoir aussi être conscient de tout ça pour accompagner le client au mieux. Et beaucoup de patients de maladies chroniques ont besoin de comprendre le responsable, de besoin de chercher la cause. Des fois, ils cherchent des responsables qui sont pas du tout là, hein. Ils cherchent des trucs très très loin. Mais vous devez être là pour essayer de les guider pour qu'ils trouvent les informations et de leur éviter aussi de côtoyer des charlatans ou des gourous qui vont leur dire un milliard de sottises. Et puis, bah, bien entendu, la majeure partie des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques ont envie de reprendre le contrôle de leur vie, mais des fois, ils font des bêtises parce qu'ils veulent un peu trop reprendre le contrôle de leur vie. Donc, ils vont être un peu à l'extrême. Bah, j'arrive à de nouveau mieux marcher, donc je vais aller faire plus de sport par semaine. Bah, j'arrive à faire des choses, donc je vais travailler plus d'heures par jour. Je vais vite stopper mon mi-temps thérapeutique pour tout de suite repartir à temps complet. Ça, c'est aussi quelque chose de compliqué vu que beaucoup des usagers vont vouloir reprendre leur vie d'avant. Et vous devrez être capable, dans le cas des maladies chroniques, de dire que oui, c'est tout à fait possible de reprendre une vie comme avant, mais pas totalement comme avant, parce qu'on va quand même devoir adapter des choses. Pour vous, professionnels qui décidez d'interagir dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, on est là pour accompagner les gens sans les contrôler. On est là pour leur proposer un cadre pédagogique. Et c'est pas seulement des actes de bien-être ou des actes thérapeutiques. On est vraiment là pour les guider pour la pédagogie. On est là pour essayer d'améliorer leur qualité de vie, c'est la base de nos métiers, hein, pro du bien-être, hein. On est aussi conscient des nombreuses contraintes qui sont imposées par la maladie. Et des fois, au début, quand vous allez accompagner euh, un patient dans le cadre de l'ETP, vous allez imaginer comprendre les contraintes, mais les contraintes sont différentes avec chaque personne. Parce que c'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on a les mêmes contraintes, c'est pas parce qu'on a une neuropathie qu'on a les mêmes contraintes qu'une autre neuropathie. Donc, il va falloir que vous puissiez aussi, dans le cadre de l'ETP, comprendre, et c'est pour ça que je vais vous le dire plus tard, il y a des étapes clés pour qu'on puisse ne pas passer à côté des besoins de notre patient. L'autonomie, bah, clairement, c'est comment on va être capable de développer les capacités, les connaissances, les compétences de notre client et qui va pouvoir prendre des décisions intelligentes, éclairées et qu'on puisse vraiment obtenir son consentement concernant sa santé. Et vous êtes certains d'entre vous peut-être avoir eu affaire des fois à des professionnels de santé qui étaient un peu speed, qui n'avaient pas trop le temps de vous expliquer et il fallait quand même que vous preniez une décision pour votre santé, pour la santé de vos enfants ou autre chose. Là, dans le cadre de l'ETP, des fois, bah, il y a des patients qui arrivent qui ont été dans un rouleau compresseur. Diagnostic, gros problème cardiaque, boum, tu descends au bloc, tu sors, machin. Et il n'a pas toujours eu le temps de voir ce qui se passait et il n'a toujours pas eu le temps de prendre des décisions.
Mais d'un autre côté, ça s'appelle une urgence, hein. Quand on fait un PET cardiaque, bah, l'urgence, c'est de sauver la vie de ce patient. Donc, vous allez aussi petit à petit le rendre autonome et il pourra prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Et puis, je pense qu'il est temps qu'on responsabilise les usagers. Vous savez, hein, j'ai siégé pendant plusieurs années à la Caisse nationale d'assurance maladie. Ça faisait partie des choses qu'on essayait d'imposer à ce que les patients diabétiques qui prennent pas bien leur traitement, on les facture. Moi, j'ai toujours été contre ce genre de choses parce que bah, il faut peut-être qu'on leur explique comment bien faire. Parce que c'est un peu facile de juste aller taxer le patient diabétique qui oublie son traitement ou le patient asthmatique qui est pas suffisamment dans l'observance. Si on est juste là en le taxant, bah, ça va être compliqué qu'ils comprennent comment faire pour se sentir mieux et l'intérêt du traitement médicamenteux. Donc, il faut vraiment, dans le cadre de l'ETP, que vous réalisiez que on a une vraie action pour essayer au maximum de responsabilité notre client et qu'il soit vraiment actif dans ce processus pour son évolution. Enfin, les compétences qui sont visées par l'ETP, elles sont nombreuses. Je vous en ai cité certaines. Il y a les compétences d'auto-soin. Bah, ça, vous comprenez, hein, là où on en est du webinaire. Il prend bien ses médicaments, il respecte bien les heures, il sait gérer sa glycémie, il arrive à adapter les choses par rapport aux paramètres, hein. Est-ce qu'il est capable de mettre en œuvre des modifications alimentaires ou au contraire, est-ce que quand il fait un excès, il est capable de mettre en œuvre d'autres actions pour pouvoir pallier à ce petit excès alimentaire? Euh, S'il y a des soins techniques, bah, les professionnels infirmiers seront là pour transmettre les compétences de soins techniques. Et puis, est-ce qu'ils sont capables de prévenir les complications? Dans le cas du diabète, il y a un gros souci sur les complications sur les membres inférieurs. Par exemple, beaucoup de patients ne prennent pas le temps de s'observer et n'en parlent pas avec leur médecin quand ils vont revoir leur médecin de façon régulière. Ils n'ont pas tous une infirmière libérale qui passe régulièrement à la maison, donc ça peut être compliqué. Dans le cas de l'ETP, on peut aussi transmettre ces compétences. Et puis, là, il y a les compétences d'adaptation. Est-ce que la personne va être capable de maintenir des relations avec l'extérieur? Est-ce qu'il va se sentir plus à l'aise et qu'il va pouvoir communiquer de façon efficace avec les soignants et avec vous, professionnels du bien-être? Est-ce qu'il est capable d'adapter son job? Est-ce qu'il a pu tout expliquer à son médecin du travail? Et enfin, est-ce qu'il peut équilibrer les contraintes liées à la maladie et la vie qui veut être qualitative et harmonieuse? On est bien d'accord qu'on va adapter toutes ces compétences à chacun des patients qu'on accompagne. Le patient acteur, on est d'accord, hein, c'est quand même un nouveau paradigme hein, pour beaucoup de professionnels. Beaucoup de personnes avec qui vous échangez en consultation vont vous dire, bah, moi j'étais plutôt le patient qui écoutait, je recevais mes soins, je posais pas de questions. Il était totalement dépendant du savoir médical. Là, on a vraiment des acteurs, ils veulent être partenaires, ils veulent construire. Des fois, ils vont vous dire, bah, écoutez, ce que vous me proposez, ça ne me va pas du tout. Et là, vous vous dites que vous avez réussi à bosser dans le cadre de votre programme d'éducation thérapeutique. Et c'est quand même lui le plus expert dans ses ressentis, dans sa santé et dans la compréhension. Voilà. Les conditions d'une éducation thérapeutique du patient efficace, il faut que le patient soit volontaire. On n'enclenchera jamais un protocole d'éducation thérapeutique du patient si c'est les parents d'un ado qui souhaitent qu'il fasse de l'ETP. Il faudra vraiment que l'ado soit volontaire, qu'il comprenne ce qu'il en est et qu'il voit qu'il y a quand même des choses à faire. Ça sera vraiment essentiel pour qu'on puisse conserver la motivation pendant tout le programme. Ensuite, il faut bien entendu que nous, professionnels de santé ou professionnels du bien-être, on ait une approche personnalisée, qu'on s'adapte aux besoins spécifiques et au contexte individuel de notre client. Et puis, bah, la grande force, et ce qui m'a plu, moi, pendant des années quand je faisais de l'ETP, c'est le travail collaboratif, le fait que nous sommes plusieurs professionnels qui devons trouver des solutions et être cohérents au service de notre patient. Je vous ai remis le cadre réglementaire. Il y a une certification qui est obligatoire depuis plusieurs années pour pouvoir intégrer des protocoles d'éducation thérapeutique du patient. C'est une formation qui doit faire minimum 40 heures avec des modalités d'évaluation qui sont strictes. Je vous l'ai dit, pendant longtemps, ADNR Santé a proposé l'éducation thérapeutique du patient qu'à des professionnels de santé. Depuis 3 ans maintenant, on ouvre à d'autres professionnels. Et au début, on se disait, est-ce qu'on les mélange? On ne les mélange pas. Il faut que vous le sachiez. Nous, dans nos formations de TP,
On a à la fois des professionnels de bien-être, des professionnels de santé, ça dépend des promos. Mais en tout cas, vous allez bosser ensemble, donc autant que dès la formation, vous appreniez à travailler ensemble. Je vous l'avais dit en introduction, c'est assez cadré, hein, on n'est pas à faire un protocole de soins tous pour la même chose, vous avez compris, c'est personnalisé, mais les étapes du programme de TP, c'est assez cadré. En un, il y a un diagnostic éducatif qui va être, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, qui va être l'évaluation des connaissances du client. Bah, mon client, qu'est-ce qu'il connaît de l'endométriose? Voilà. Est-ce que sa gynécologue ou sa sage-femme lui a déjà expliqué? Voilà. On va aussi prendre le temps pendant ce diagnostic éducatif de quels sont vos besoins à vous, patients, ici et maintenant. Et très souvent, on se projette un peu. C'est si vous aviez des besoins maintenant, et si vous en aviez d'autres dans 6 mois, et si on avait une baguette magique et qu'on travaillait ensemble, et si on se fixait peut-être d'autres besoins pour 2 ans, parce que beaucoup de patients qui ont bien compris la pathologie, qui sont peut-être en cours de rééducation ou autre chose comme ça, ils peuvent se fixer des paliers. Et nous, dans le cadre de l'ETP, on pourra avoir plusieurs programmes de TP pour ce même patient au fur et à mesure de son évolution. La grande chance qu'on a avec le TP, c'est qu'il y a des évaluations continues et on est tout à fait capable de faire évoluer notre programme. C'est-à-dire qu'on voit si le programme ne va pas, on peut l'ajuster et on fait évoluer et on renvoie à l'ARS un programme qui a été adapté. Parce que bah, on est bien conscient que bah, ce qu'on décide tous ensemble avec le patient, on se dit ça c'est le programme qui va vraiment matcher pour ce patient-là, bah, peut-être qu'au bout d'un mois, on va voir que ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Et on serait complètement fou d'aller jusqu'au bout des 4 mois à faire quelque chose qui ne répond pas aux attentes de notre patient. Donc, les évaluations continues permettent de voir les progrès, d'ajuster, de faire évoluer. Et ça, je pense que c'est une très grande chance qu'on pourrait, à mon avis, interagir et mettre en place également dans tout protocole de soins, sans être dans des programmes de TP. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué d'ouvrir ce genre de choses. De plus en plus de professionnels de santé le font, mais je sais que c'est compliqué quand on est en structure hospitalière de pouvoir faire bouger les choses très, 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 très rapidement. On fixe des objectifs. Les objectifs sont fixés, bien entendu, avec la personne et c'est adapté. On a, quand on est plutôt spécialisé dans un type d'accompagnement, on a quand même des objectifs où on arrive à les faire atteignables. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'usagers qui nous donnent des objectifs. Voilà, je veux courir le marathon dans 6 mois. La nana vient de sortir d'une très grosse poussée de CEP. Peut-être que c'est pas possible dans 6 mois de faire le marathon avec une sclérose en plaques, avec des séquelles d'une poussée importante. Mais peut-être que c'est possible de se fixer ces objectifs un peu plus tard et on ne va pas non plus la bloquer. Et puis, il y a la planification des activités, parce que vous verrez, si vous avez la curiosité d'aller voir des programmes d'éducation thérapeutique du patient, si vous avez des gens qui vous entourent, bah, il y a à la fois des séances individuelles qui sont plus dans la transmission de connaissances, de compétences. Il y a aussi des séances collectives. Et vous, en tant que professionnel du bien-être, vous pouvez très bien interagir dans les programmes de TP, aussi bien en groupe qu'en individuel. Et souvent, vous me posez la question, mais comment ça se passe, Alex? Est-ce que je le fais à mon cabinet? Oui, il y a beaucoup de programmes de TP où vous organisez le programme avec l'équipe et ensuite la personne vient vous voir en libéral ou vous allez organiser les ateliers, par exemple, au sein de la structure hospitalière. Le diagnostic éducatif dont je vous parlais, ça comprend l'identification des besoins spécifiques, la compréhension des attentes et très souvent, un seul diagnostic éducatif, ça ne va pas suffire. Évaluer les connaissances actuelles. Très souvent, nos patients sont des petits coquinous. On a l'impression qu'ils savent plein de choses et en fait, compte, il y a un peu de mycto dans tout ça. On prend aussi le temps lors du diagnostic éducatif de voir ce qu'il en est de son vécu émotionnel face à la maladie, mais prendre un peu plus large. On est aussi là à analyser les ressources qui sont disponibles peut-être au sein de la structure hospitalière, si on a déjà des ateliers, des groupes de parole, voilà, histoire qu'on puisse aussi utiliser ce qui est à notre disposition. Et puis, essayer de faire le point sur les freins potentiels. Les freins potentiels peuvent être les barrières mentales de nos patients, mais ça peut être la famille, ça peut être le boulot, ça peut être plein d'autres choses. Il ne faut pas se limiter et il faut qu'on puisse poser suffisamment de questions pour comprendre les freins potentiels. Et c'est ce qui va nous permettre à nous tous dans l'équipe de construire un programme personnalisé et efficace. Je vous ai posé quelques questions qu'on peut, nous, professionnels, donc en général, je vous dis, ce sont des professionnels de santé qui posent le diagnostic éducatif, mais les questions qui peuvent être posées, c'est quelles sont vos principales préoccupations actuellement? Est-ce que vos soucis de santé, ça affecte votre quotidien? Mais des fois, on peut aller juste dire,
Vos soucis de santé affectent votre matinée, votre pause déjeuner, vos sorties, vos soirées, vos week-ends, histoire qu'on puisse projeter la personne à ce niveau-là. On doit se fixer des objectifs, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, donc c'est qu'est-ce que vous voulez améliorer en priorité? Et ça, pour vous, professionnels en naturo et en réflexologie, en sophro, vous le faites déjà. Mais là, bah, c'est concret, ça va être acté et écrit dans notre rapport de diagnostic éducatif. Et enfin, est-ce que vous, usagers, vous avez déjà des outils? Bah, en fin de compte, je gère pas bien mon stress, mais j'ai appris à faire de la cohérence cardiaque il y a 10 ans, après une intervention chirurgicale, et je commence à la mettre en place quotidiennement. Bah, félicitations, c'est un très bon outil. On va essayer de continuer à travailler ensemble là-dessus. Les objectifs qu'on se fixe avec toute l'équipe et avec le patient, bah, elles doivent être smart, hein, vous le connaissez, spécifiques, donc on les a définies et en plus elles sont écrites, hein, c'est pas juste du blabla. On doit mesurer de façon régulière lors de nos entretiens de suivi. Faut que ça soit quand même à la portée du patient. C'est pour ça que je vous ai dit, bah là, dans ce premier programme de TP, peut-être qu'on va décider ensemble de faire une marche d'1 heure et demie et peut-être que ça sera dans un autre programme. On vous préparera pour un semi-marathon. Et ensuite, il faut qu'il y ait des échéances. Et ça, c'est la grande force parce que beaucoup de patients ont besoin de se fixer des objectifs dans le temps pour pouvoir aussi se lever le matin. Et puis le contrat, on a un vrai contrat qui est formalisé, qui est un engagement mutuel entre les professionnels et le patient. Bah, on remet le calendrier des séances individuelles, de groupe, comment est-ce qu'on va évaluer l'évolution, pardon, et quels sont les différents moyens mis en œuvre. Et en général, dans ce contrat, on précise aussi les acteurs qui vont être avec nous. Je vous l'ai mis, il y a différents types de modalités pédagogiques que vous maîtrisez à la fin de la formation d'éducation thérapeutique du patient. Ça peut être des consultations personnalisées, ce que vous savez faire, mais vous répondez aux besoins spécifiques et à l'objectif qui a été fixé avec l'équipe. Ça peut être des sections collectives, des patients qui ont la même pathologie. Ça permet des fois de créer du lien et de retrouver la motivation. Et peut-être aussi d'avoir un certain apprentissage social. Il y a des gens qui sont totalement déconnectés des liens sociaux. Et puis, il y a aussi de plus en plus de parcours un peu ludiques, des jeux de rôle, des simulations, des ateliers pratiques. Si par exemple, on a un adolescent qui, lui, ses plus gros freins, c'est de pouvoir demander à ses parents de le laisser sortir malgré que son diabète soit moyennement stable en ce moment, ben, on va peut-être pouvoir faire des jeux de rôle que de temps en temps, ils se mettent dans la peau de papa et maman et voir comment est-ce qu'il peut poser les choses plus clairement pour qu'il puisse bah, vivre mieux. Parce qu'on peut entendre qu'un jeune de 17 ans ait envie de sortir, même avec une pathologie chronique telle que le diabète. L'avantage, c'est qu'on propose des approches très très larges et que quand on propose le programme, bah, le patient dit bah, franchement, autant d'individuels, ça va me saouler. Je préfère faire plus de groupes. Ou au contraire, les groupes, je ne me sens pas. Je suis trop complexée. En ce moment, ça ne va pas. Je préfère des individuels. Donc, on est tout à fait capable de s'adapter aux besoins de chacun. On va donner des grilles d'auto-évaluation à notre patient, donc il va évaluer régulièrement. Ça peut être son petit journal de bord alimentaire, son journal de prise de médicaments, voilà. Il y a des petits questionnaires qu'on envoie. Il y a des petites échelles aussi qu'on peut partager et enseigner dans le programme de TP. Ensuite, bah, nous, professionnels, bah, on va essayer de faire évoluer les compétences au fur et à mesure. Donc, on va, pour certains, avoir des entretiens structurés, mais ça sera écrit dans notre programme de TP. Il va y avoir aussi les professionnels de santé qui vont faire des rapports suite aux observations cliniques, bien entendu, des mesures objectives hein, qui sont les bilans sanguins, les imageries ou un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme, enfin voilà, des informations très concrètes. Et puis, je vous l'ai dit, on va réajuster le programme, on va essayer de faire évoluer les objectifs, peut-être qu'on va changer de stratégie pédagogique. Je prends un exemple, bah, on avait une personne qui pour elle, c'était pas un problème, la sexualité dans le cadre de l'endométriose parce elle avait pas personne. Et peut-être qu'au bout de 2 mois d'un programme qui durait 6 mois, elle a rencontré quelqu'un et elle voudrait plutôt qu'on l'accompagne dans mieux vivre sa sexualité. Bah, automatiquement, on pourra faire évoluer ça et on fera peut-être rentrer dans l'équipe une sexothérapeute pour essayer de l'accompagner à ce niveau-là. Je crois vraiment que si on veut aller vers une vraie santé intégrative, c'est pas le tout de le dire, hein. Vous savez, je préside le syndicat
des professionnels du bien-être et de la santé intégrative. Donc, je crois vraiment en ce type de santé. La santé intégrative, c'est vraiment la médecine du mode de vie, c'est-à-dire vous, professionnels en naturopathie, hein, les médecins cognitifs, voilà. Donc, on est tous acteurs de l'évolution du mode de vie. Les médecins intégratifs, la médecine conventionnelle, les techniques du prendre soin de soi, voilà. Tout ça, c'est la santé intégrative. Je pense vraiment qu'il faut arrêter de se plaindre sur le fait qu'on ne puisse pas interagir de façon facile avec les professionnels de santé, alors que c'est faux. Il y a de plus en plus de professionnels de santé qui ont envie d'interagir avec nous. Il y a de plus en plus de professionnels qui sont au fait de la santé intégrative, mais il faut quand même être honnête. Il faut être suffisamment compétent, il faut rassurer les professionnels. Est-ce qu'on est capable de, voilà, j'en parlais avec l'une d'entre vous pas plus tard que le week-end dernier, est-ce qu'on est capable de rassurer un médecin, lui dire oui, voilà, mon métier avant, c'était ingénieur et maintenant, je suis naturopathe et bah, je vais pouvoir accompagner votre patientèle. Il faut quand même rassurer qu'on ait suffisamment d'honorabilité. Peut-être que le fait que vous soyez professionnel en éducation thérapeutique du patient, vous n'allez peut-être jamais bosser dans le cadre d'ETP, mais juste le fait que vous connaissiez les process, vous allez peut-être avoir bah, une petite clé pour ouvrir la porte. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, moi, je suis intimement persuadée que ça aide nombreuses personnes avec qui j'ai pu bosser dans le cadre de l'ETP et qu'on a pu accompagner avec Nadège, on a vu les évolutions. Pour vous, naturopathe, sophrologue, réflexologue, bah, vous avez quand même des apports très spécifiques. Et ça fait plusieurs fois que je propose ce webinaire. Chaque fois, j'hésite à enlever ce slide, mais non, je vous le laisse. Vous êtes capable d'avoir une vision globale, ce qu'on appelle holistique. Vous êtes capable de voir la personne pas que avec son aspect physique. Vous voyez sa sphère mentale, sa sphère émotionnelle. Vous êtes réflexologue, vous voyez aussi sa sphère énergétique. Vous êtes naturo, vous faites le point sur sa sphère environnementale. Ça, tous les professionnels de santé qui font de l'ETP n'ont pas encore cette vision-là. Certains l'ont, hein, mais pas tous. Vous avez quand même de nombreux outils à la gestion du stress. Je ne dis pas que les professionnels de santé qui interviennent dans le cadre de l'ETP ne l'ont pas, parce qu'on a des infirmières réflexologues, on a des infirmières qui utilisent des techniques de sophro, mais vous pourrez peut-être faire que ça. Et peut-être que l'infirmière, bah, elle sera plus utile à faire les entretiens de suivi et le diagnostic. Ensuite, il y a vos compétences en alimentation. Il y a des professionnels qui se disent, j'y vais pas parce qu'il y a des diététiciens. Bah, vous savez pas s'il y a un diététicien dans l'équipe. Peut-être que le patient va te dire, ça fait déjà 5 ans que je vois des diètes, j'en peux plus, je vais essayer autre chose. Et bah, il faut que vous puissiez aussi être là pour qu'il puisse, pourquoi pas, proposer, que l'équipe référente puisse proposer une autre vision de l'évolution de l'alimentation. On est bien d'accord sur le fait qu'on a quand même de nombreuses techniques d'intervention non médicamenteuses, que sont les compléments alimentaires, les techniques de massage. On a de quoi faire. Et puis, vous savez écouter. Je ne dis pas que mes professionnels de santé qui bossent dans l'ETP et qui bossent en service ne savent pas écouter. Mais vous avez une chance qu'ils n'ont pas. Et je vous parle d'une ancienne nana qui passait beaucoup d'heures avec sa blouse. Bah, quand on a notre blouse, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut être honnête. On a X patients à voir dans notre journée. On a prochaine intervention dans 2 heures. On n'a pas eu le temps d'aller boire un coup, on n'a pas eu le temps d'aller manger. Ça, c'est la réalité de beaucoup de professionnels de santé. Euh, bah vous avez du temps, vu que beaucoup de professionnels du bien-être qui interagissent et qui interviennent dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, vous voyez les patients en libéral à vos cabinets. Donc, vous avez du temps pour écouter et pour faire remonter des informations à vos collègues. Et ça, je pense que c'est un vrai plus par rapport aux autres personnes. Je voulais vous faire un petit cas pour vous présenter concrètement comment est-ce qu'on peut interagir. Donc, c'est un patient qui a du stress chronique. C'est une femme de 46 ans qui intervient en tant que consultante RH en entreprise. Elle est très fatiguée. Donc, il y a un diagnostic de fatigue chronique depuis 8 mois. Elle a aussi beaucoup de mal à s'endormir. Elle a de nombreux réveils nocturnes. Des fois, des grosses difficultés à se rendormir. Elle peut se lever à 3 heures du matin et pas repartir. Elle se trouve irritable, pas seulement au boulot, mais aussi dans sa sphère familiale et ce qui l'ennuie. Dans les antécédents, elle a eu un très gros burn-out il y a 3 ans. Donc ça, c'est le cas pratique que je voulais vous présenter. Comment est-ce qu'on peut proposer un programme à ce type de patient? Ce qui veut dire, j'ai fait exprès de vous prendre un cas atypique. On n'imagine pas qu'une fatigue chronique pourrait être prise en charge par le programme de TP. Mais oui, 8 mois, on passe dans une pathologie chronique.
ça peut être considéré comme un programme de TP. On va évaluer les besoins de cette consultante lors de l'entretien de diagnostic initial. On va identifier les facteurs de stress, les habitudes quotidiennes. Il y avait de très mauvaises habitudes où elle ramenait beaucoup de travail à la maison. Les journées de télétravail qui pensaient être un plus, en fin de compte, étaient un moins pour elle. Donc, on a pu comprendre ces freins-là. Ce qui a été proposé, c'est 3 ateliers thérapeutiques. Un qui était plutôt alimentation anti-stress parce elle ne mangeait pas du tout bien quand elle était au bureau. La gestion de son temps et l'apprentissage de la déconnexion. Certaines techniques de respiration. Et elle a fait des séances individuelles avec sophrologue, réflexologue, psychologue, en individuel et en collectif. Et enfin, il y a eu des bilans et des suivis, évaluation des progrès, ils ont pu ajuster et ils ont planifié un suivi sur du long terme, c'est-à-dire qu'elle a fait son programme de TP pendant 4 mois et ensuite il y a eu un suivi régulier avec un des membres de l'équipe pour voir s'il y avait besoin de repartir sur autre chose et surtout qu'elle ne s'enfonce pas de nouveau dans cette fatigue chronique. Bien entendu, je vous ai mis ce qui a été fait par les professionnels, naturaux, réflexologues. C'était quand même assez varié. L'optimisation de l'hygiène de vie, l'alimentation anti-inflammatoire, un peu de supplémentation en phyto, en micronutrition. Et le réflexologue a donné beaucoup d'outils d'automassage et a stimulé des zones réflexes. Je vous ai mis ce qui avait été noté, donc c'est ma collègue Nadège qui avait eu ces infos-là, ce qui avait été noté ce qui avait été abordé dans les ateliers. Donc l'objectif pédagogique de l'alimentation anti-stress était comprendre l'impact d'une alimentation anti-stress sur la santé de cette femme, qu'elle puisse identifier les aliments pro-inflammatoires, qu'elle puisse intégrer des aliments riches en magnésium et en oméga 3. Il y avait d'autres types de publics qui étaient dans cette alimentation anti-stress, pas seulement des gens en fatigue chronique. Et enfin, c'était des ateliers pratiques pour travailler aussi le journal alimentaire et comment est-ce qu'elle pouvait auto-évaluer ce qui lui arrivait ce matin par rapport à ce qu'elle avait mangé la veille, par exemple. Les techniques de respiration, ce qui avait été proposé et mis en avant dans le protocole de TP, c'était 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. L'objectif vraiment, te caler sur la respiration. Ils avaient proposé une technique 4-7-8 et une respiration alternée. Très souvent, dans le cadre de protocole de TP, on propose plusieurs techniques pour voir ce qui répond le mieux aux attentes du patient. Enfin, l'atelier sur la gestion optimale du temps qui avait été proposé à cette femme et pas que à des gens en fatigue chronique, hein. C'était comment est-ce qu'elle peut mieux gérer la surcharge du travail. Très souvent, dans le cas de maladies chroniques, les gens veulent continuer à être exactement comme avant, sauf qu'ils n'ont pas encore le potentiel cognitif de faire la même chose. Le fait qu'elle ne s'autorisait pas de déconnexion, comment faire des pauses qui sont réellement récupératrices, pas en train de penser à autre chose, mieux vaut passer une demi-heure de plus, finaliser son dossier et vraiment aller balader, plutôt que se dire je vais balader et pendant toute ma balade en forêt, je pense à mon dossier que je n'ai pas finalisé. Il avait été proposé la matrice d'Eisenhower, un petit journal de bord pour des activités ressourçantes et qu'il fallait choisir avec le professionnel ce qu'elle allait faire comme activité ressourçante toutes les semaines. Et la technique Pomodoro, qui est un travail où on fait 25 minutes de boulot et on s'impose 5 minutes de pause. Ça marche avec certaines personnes, avec d'autres, ça ne marche pas du tout. Ce qui a été observé au bout de 3 mois, je vous ai dit, on avait des étapes régulières dans tout le... Beaucoup moins de troubles du sommeil et l'indicateur de performance, c'était 70% de réduction de troubles du sommeil, 65% de diminution de la fatigue, une amélioration de la gestion émotionnelle à 80%. Ce genre de résultats de programme d'ETP, ça permet aussi que d'autres professionnels de l'ETP puissent aller fouiller. C'est ce que Nadège avait fait pour trouver ce cas et de pouvoir inspirer et proposer à d'autres types de patients un programme de TP en disant j'ai vu ça dans une autre région, ça a bien marché, pourquoi est-ce qu'on n'expérimenterait pas ça de notre côté? Les points clés, c'est cette posture collaborative entre l'équipe et le patient, le fait que la personne soit vraiment à créer et à trouver des solutions pour qu'il puisse se sentir mieux. Ensuite, il y a quand même une approche personnalisée, donc c'est ce que je pense vous voulez tous faire en tant que professionnel, mais des fois, vous avez un peu de mal à avoir des collègues avec qui travailler sur ce sujet-là. Et le gros avantage, c'est qu'on va faire des évaluations de façon régulière. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'éducation thérapeutique du patient.